Bienvenue dans l'émission Guidasso, le centre de ressources et réseau d'antennes de ressources pour la vie associative dans la Vienne, l'accompagnement des associations, tout type d'associations, leurs bénévoles et leurs dirigeants. Bienvenue. Les émissions Guidasso, à chaque émission une thématique différente. Aujourd'hui, nous allons aborder le DLA, dispositif local d'accompagnement, et nous recevons pour ça Agustin Casaban, chargé de mission du DLA pour la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors du coup, je vais peut-être commencer par présenter un peu le dispositif. Donc, le dispositif local d'accompagnement, plus connu comme le DLA, c'est un dispositif d'État qui existe depuis le début des années 2000 et qui a comme but l'accompagnement des structures d'utilité sociale, d'une façon générale des structures de l'ESS, donc associations coopératives, SIC, SCOP, etc. Aussi des structures qui ont l'agrément ESUS, des structures de l'insertion par l'activité économique qui peuvent avoir un statut de l'économie conventionnelle, qui sont employeuses avec le but donc de justement pérenniser les postes existants, voire créer de l'emploi au sein de ces structures. Ça concerne, en gros, nous, en tant que Guidasso, on dit souvent que, par exemple, dans la Vienne, il y a 12 000 associations actives. Est-ce qu'il y a beaucoup d'associations qui viennent voir le DLA? Et j'imagine que tout le monde n'est peut-être pas complètement servi. Il y a des conditions d'accès à ce dispositif-là. Alors du coup, il y a une cible au niveau du dispositif qui concerne les structures qui sont justement employeuses. Après, il y a d'autres structures qui ne sont pas forcément la cible, mais sur lesquelles on donne quand même une importance, des structures qui sont sur le point de peut-être créer un premier emploi, parce que justement le but de l'accompagnement, c'est de voir au-delà de la création de l'emploi, comment faire pour le pérenniser, d'avoir une stratégie à terme en termes du modèle économique, en termes du projet des structures qui nous sollicitent. Fondamentalement, c'est quand même des structures employeuses, mais ça peut être parfois des structures qui sont pas très loin, sur le point de créer un emploi pour la première fois, quoi. Quels seraient les conseils à prodiguer à une association qui se demande est-ce que je cherche à faire un DLA ou est-ce qu'il faut que j'attende? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Comment ça se passe l'analyse, le conseil premier? Alors du coup, donc au niveau du dispositif, on a 4 étapes. Il y a une première étape d'accueil où justement on présente comment fonctionne le dispositif. Une phase de diagnostic où on rentre dans les détails des besoins d'accompagnement. On élabore un plan d'accompagnement et on imagine justement mettre en place un parcours par la suite. Après, donc il y a des instances de consultation, d'autres têtes de réseau, d'autres acteurs de l'accompagnement, de partenaires financiers qui s'appellent les comités d'appui. Et puis après, une fois que ces instances sont passées, on passe à l'accompagnement en tant que tel. Donc on rencontre les structures, il y a 3 grandes familles d'accompagnement, donc une famille autour plutôt du projet stratégique, une deuxième autour du modèle économique et une troisième sur l'organisation interne. Donc peu importe la question sur laquelle on est sollicité, attention, on n'est pas que en train d'accompagner des structures qui sont en difficulté, ça peut être des structures qui ont besoin de retravailler leur projet, par exemple, parce que ça fait longtemps, le temps passe, il y a des évolutions dans tous les territoires, au niveau des besoins, au niveau des usagers, au niveau de partenaires. Du coup, en fait, moi, je suis un peu un militant de toujours commencer par la question du projet. Donc, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a un projet formalisé? Est-ce que à partir de ce projet-là, il y a la possibilité d'imaginer donc des déclinaisons plus opérationnelles? Et en fonction de ça, donc du coup, on attaque la question du diagnostic en voyant justement si
si ces aspects-là, donc ces trois grandes familles, même si nous on aime bien les séparer, ils font toutes partie d'une même organisation, mais on essaye justement de voir quelle orientation prendre par rapport à ces trois axes. Et donc du coup, après, en fonction des échanges qu'on a avec les membres des structures qu'on rencontre, on peut axer là. Mais je pense que la première brique, le premier conseil, c'est quoi le projet? Est-ce que c'est formalisé? Est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez travaillé? Et ça a des implications importantes pour plein de choses, notamment le grand fléau aujourd'hui, la vie associative. Donc, la première question à se poser, c'est quoi notre projet? Comment on peut mobiliser des personnes autour de ce projet-là? Pratiquement, d'expérience, est-ce que les gens arrivent avec vraiment un projet associatif rédigé d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a plus souvent des associations qui arrivent avec, elles savent ce qu'elles font, pourquoi elles le font, pour qui elles le font, comment elles le font, tout ce qu'il y a dans un projet associatif, ou est-ce que c'est dans les têtes de certaines personnes et puis en fonction des différentes personnes que vous rencontrez au moment du diagnostic, les choses varient, les gens disent une chose sur l'asso, les autres disent une, tout le monde ne le comprend pas de la même manière ou ce genre de choses? En fait, on a souvent la confusion entre ce qui c'est que l'objet social qui apparaît au tout début quand on a imaginé les statuts, ou même si on a fait évoluer un petit peu les statuts, et le projet de l'association qui peut évoluer en fait avec le temps. Donc je dirais que très souvent, il n'y a pas une formalisation du projet, et c'est pour ça que je dis peut-être il faut commencer par cet aspect-là qui est un peu la clé, notamment par rapport à ce que tu dis, c'est comment on entend tous, est-ce qu'on entend tous la même chose quand on parle de notre structure associative ou autre. Et ça, c'est la première brique sur laquelle déjà on doit se mettre d'accord en interne, légitimer le projet vis-à-vis d'abord en interne et puis après de toutes les parties prenantes, donc usagers, partenaires, financeurs, etc. Donc oui, effectivement, un des conseils, ça serait avant de solliciter un DLA et donc quelque part un prestataire externe qui va venir regarder et donner une vision extérieure sur le projet, au moins commencer par tous être d'accord sur ce qu'il y a à faire ensemble, comment le faire, et les conséquences financières, parce que l'association, c'est un gigantesque écosystème qui commence par des membres, une activité, mais derrière, il y a effectivement toujours à un moment ou à un autre l'argent et les relations avec le monde extérieur. Alors du coup, il est vrai que très souvent, l'accompagnement concerne l'actualisation du projet associatif d'une façon plus abstraite et la façon de le décliner sur un territoire, sur un lapsus de temps, ce qu'on appelle le projet stratégique. Donc après, c'est plutôt questionner un peu cette étape-là, mais moi si je dis ça, c'est aussi parce que en général, peut-être on arrive avec des questions beaucoup plus opérationnelles du jour des membres de l'association, soit au niveau de la gouvernance, soit au niveau des salariés, et peut-être on oublie des éléments un peu plus essentiels qui concernent le projet. Donc je ne dirais pas qu'il faut absolument travailler le projet avant de faire appel à DLA, ça peut faire partie de l'accompagnement, mais en tout cas, moi, le conseil que je donne, c'est dans un premier temps de se poser ces types de questions plus abstraites. Pour certains, ça peut être considéré comme une perte de temps, mais pour moi, c'est ce qui donne sens vraiment à la vie des structures associatives. Donc, si on n'a pas ça en clair, le reste, c'est peut-être qu'on va, si on arrive à résoudre une problématique plus du quotidien, ça va être peut-être comme une espèce de patch qu'on met dessus, et bon, le pneu, peut-être qu'il va crever à terme, quoi. Donc, Alors, si je le traduis en langage pragmatique associatif, est-ce que, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'avant de se poser la question de savoir si on peut embaucher ou si on doit embaucher quelqu'un, ou si le poste d'une personne déjà embauchée est en danger, il faut réfléchir à d'autres choses que juste la question de l'emploi? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il existe pas mal de dispositifs aujourd'hui qui permettent de financer la création d'un poste.
Justement, l'idée de faire un accompagnement, c'est de pouvoir avoir une vision un peu plus à moyen terme de comment la structure, après, une fois qu'il n'y aura plus ce financement-là, elle pourra pérenniser le poste. Parce que le but, c'est quand même que la personne qui est embauchée puisse continuer son activité, que ça ne soit pas un financement one-shot. La plupart de ces types de financements, d'ailleurs, ils ont comme but lancer un peu la structuration d'un projet. Mais à terme, même si, l'idée c'est de poser des questions. Est-ce que, en général, on est sur des modèles économiques hybrides? Est-ce que on part sur une partie activité économique? Est-ce qu'on mobilise certains partenaires? Quel type d'appel à manifestation d'intérêt ou appel à projet on peut solliciter pour la suite? Et donc, du coup, l'idée, c'est justement, en partant de la base du projet, ça permet de savoir quel est le niveau d'utilité sociale, quel type de compétences au niveau des pouvoirs publics on va pouvoir mobiliser. Et ça facilite un peu, après, derrière, la recherche justement, du bon interlocuteur pour trouver du financement. Est-ce que, mettons les pieds dans le plat, est-ce que trop souvent, il y a des salariés dans des structures qui prennent la place ou ont pris la place de la responsabilité que devrait avoir un conseil d'administration et que donc du coup il y a des formes de lacunes partout, il y a des trous partout dans la raquette et que le salarié sait plus pourquoi il travaille et le CA sait plus trop pourquoi il paye ou je sais pas, est-ce que j'exagère? Non, en fait, c'est vrai que c'est une question à se poser. Je pense qu'aujourd'hui, on vit toujours dans un questionnement du modèle associatif. Parce que justement, parfois, justement, le manque de formalisation d'un projet, ça permet pas de distinguer dans un premier temps quelles sont les différentes actions qui découlent des bases donc plus abstraites sur les objectifs, qu'on se met un peu plus à moyen terme, et la distribution, en fin de compte, du travail entre bénévoles et salariés. Parfois, malheureusement, on a un peu l'impression qu'on recherche tout simplement un administrateur comme on cherchait à commander une pizza. Et en fait, justement, l'idée, c'est de... Et puis après, aussi, parfois, on peut avoir des cas où il y a des structures qui sollicitent la création d'un poste salarié pour décharger la gouvernance. Bon, c'est vrai que dans certains cas, ça a du sens, mais dans quelle mesure et avoir bien la limite entre les deux, c'est une question essentielle pour avoir une vie associative saine, dans laquelle chacun est vraiment à sa place et on n'a pas un salarié qui est débordé ou une gouvernance qui est débordée. Pour revenir à ta question initiale, malheureusement, ça arrive, mais justement, le but de ces types d'accompagnants, c'est pouvoir faire un peu la part des choses et pouvoir justement redonner sens au travail de tout le monde, quoi. Alors, si je faisais un travail de journaliste un peu en mode feignant, j'irais voir les FAQ, la foire aux questions sur le site du DLA. Et la première question, c'est comment puis-je être sûr que le DLA va me servir? Ah là là, c'est une question droite. Vous avez 3 heures. En fait, moi, c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'est la possibilité d'avoir une réflexion en dehors du quotidien. Donc, du coup, déjà, il faut passer du temps dessus. Donc, la première question pour que ça serve, c'est est-ce qu'on a assez de temps? Est-ce qu'on va passer assez d'énergie sur quelque chose? Et puis après, une autre chose fondamentale, c'est que même s'il y a l'intervention d'un prestataire, par exemple, parce qu'on a un fonds d'ingénierie qui permet de financer l'accès à l'intervention d'un prestataire qui est spécialisé sur certains sujets, le prestataire, il va venir, entre guillemets, titiller les membres de l'association pour qu'après, elle fasse quelque chose de ce travail-là. L'association appartient à ses membres. Et le projet de l'association, c'est pareil, il appartient à eux. Donc, oui, comment dire, l'horreur qu'on peut avoir, nous, chargés de mission DLA, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, le rapport final de l'accompagnement termine dans un tiroir et qu'on fasse rien de ça. Derrière, il y a un plan d'action, il y a des choses à mettre en place, mais c'est aux membres de l'association de s'approprier de ça pour faire quelque chose par la suite. Il faut rappeler, on est sur en moyenne 5 jours d'accompagnement
sur une année civile. L'idée, c'est vraiment c'est quand même un dispositif qui mobilise quand même pas mal de moyens, c'est-à-dire mobiliser un prestataire, payer 5 jours d'intervention pour des structures d'utilité sociale, c'est quand même pas rien. Mais après, c'est pas la baguette magique, il faut quand même s'en approprier pour pouvoir justement donner une utilité. Après, je pense que c'est important aussi d'avoir un travail en partenariat avec les différentes têtes des réseaux. Une fois qu'on termine l'accompagnement dans le cadre du DLA, les structures en général sont adhérentes à une fédération ou à une structure qui fédère l'ensemble soit par les secteurs d'activité ou par rapport au type de des collectifs et des choses comme ça. Voilà. Sûr, ouais. Et donc la question, c'est après comment on fait pour vivre les préconisations du consultant, le plan d'action. Et c'est d'où le sens aussi des comités d'appui. On mobilise aussi d'autres structures. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir des échanges réguliers avec Guy Dassault pour avoir ces interactions avec les structures qu'on peut avoir en commun, quoi. Il y a quelque chose qui est sous-entendu là depuis 2-3 minutes dans tout ce qui se dit, c'est en fait, il ne faut pas considérer le DLA comme un aboutissement, mais comme un point de départ. C'est-à-dire qu'au bout de l'accompagnement de 5 jours en moyenne, il ne faut pas s'attendre à avoir une solution faite. C'est une solution à appliquer potentiellement. Exactement. En fait, c'est... disons que c'est comme un médecin qui dit il faut suivre un certain traitement, mais il faut faire attention à ce qu'on mange, si on fait l'exercice ou pas, ça dépend du patient, quoi. Et combien ça coûte ? Alors combien ça coûte au niveau donc en gros on a 2 budgets. On a un budget plutôt de fonctionnement sur lequel on peut financer donc l'intervention des charges d'émission, toute la partie administrative, d'animation. Et puis après, l'autre budget, c'est le budget d'ingénierie. En particulier dans la Vienne, donc nous, c'est France Active Nouvelle-Aquitaine qu'on porte le DLA des PISAI Création dans l'Ex-Poitou-Charentes, dans les 4 départements de l'Ex-Poitou-Charentes. Et donc du coup, on a toujours eu une règle en accord avec nos financeurs qui est de demander un cofinancement auprès des structures qui est d'entre 15 et 30% de l'ensemble. Nous, on considère qu'une journée d'accompagnement, ça correspond à 1 000 € TTC. Donc, en moyenne, on est sur 5 000 € d'accompagnement. C'est les financeurs du DLA qui prennent en charge la plupart. Donc là, sur la Vienne, pour le coup, c'est l'État, la Banque des Territoires, la région de Nouvelle-Aquitaine, le département de la Vienne et Grand Poitiers, quand il s'agit des structures qui sont dans le Grand Poitiers. On va prendre en charge entre 70 et 85%. Ceci dit, donc là, le but, c'est que derrière, on ait peut-être un peu plus de budget pour accompagner davantage des structures, qu'on puisse proposer des accompagnements collectifs gratuits qui ont sens par rapport aux besoins de structures qu'on rencontre. Et puis après, il faut quand même dire que si vraiment il y a une structure qui vient nous voir parce qu'elle a une difficulté économique, il ne faut pas que le cofinancement soit un frein pour pouvoir accéder à l'accompagnement. Donc évidemment que dans un cas comme ça, on va demander 0 en fait. Le coût, ça peut varier entre 0 et pour une moyenne de 1 500 € pour un accompagnement de 5 jours. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça soit un frein pour pouvoir y accéder, quoi. Un autre mot-clé qui vient d'être cité, donc là on a parlé surtout depuis le début de l'émission d'accompagnement individuel à la structure. Il y a la possibilité d'imaginer des accompagnements collectifs. Est-ce que c'est quelque chose qui est récent ou c'est quelque chose qui, dans la pratique, a du mal à se mettre en place parce que les associations, souvent, sont la tête dans le guidon et qu'elles n'arrivent pas à lever la tête pour faire des choses collectivement ? Alors en fait, les accompagnements collectifs existent depuis toujours. Il y a plusieurs façons de mettre en place un accompagnement collectif, c'est-à-dire que soit il y a une tête de réseau qui dit il y a plusieurs structures qui ont le même besoin, donc pour faciliter un peu les choses, on met en place un accompagnement qui concerne un peu tout le monde. Soit ça peut être, il y a certaines orientations qu'on ressent
Et donc, du coup, on propose nous-mêmes un accompagnant sur un sujet, on voit comment ça répond, et puis en fonction de ça, on avance. Après, on peut pas dire que c'est parce que les structures ils s'emparent pas de la possibilité d'avoir un accompagnement collectif qu'on ne met pas forcément en place. Mais on essaye d'être attentif aux besoins des structures et évidemment que si on peut proposer sur un même besoin, entre guillemets, optimiser en proposant des accompagnements collectifs, c'est beaucoup plus simple. Après, il ne faut pas oublier aussi que pour ne pas effacer un peu les particularités de chacun, très souvent dans les accompagnements collectifs, on retrouve aussi des séances individuelles en parallèle pour justement avoir des parties communes qui concernent l'ensemble, mais après, en respectant un peu certaines particularités. Donc, après chaque séance collective, on a une séance individuelle. Peut-être comme exemple pour se rendre compte, donc l'année dernière, on a eu pas mal on a eu le sentiment, en partenariat avec la CRES, qu'il y avait un besoin sur la diversification des financements, sur des financements privés. Donc on a organisé d'abord un webinaire avec justement une consultante qui est spécialisée sur la mobilisation des structures, des fondations, enfin des mécènes d'une façon générale. On a fait un événement, donc ça fait partie de l'animation, donc, parce qu'on fait aussi, au-delà des accompagnants, on fait aussi de l'animation sur le territoire. On a fait un événement à Buxerolles où on a mobilisé 5 fondations qui sont venues, Fondation de France, la Fondation territoriale de la Vienne, la SNCF. Il y avait aussi la Fondation Massif et Agir la Mondiale, AG2R. Du coup, on a mobilisé à peu près 70 personnes qui ont été présentes et à partir de ces recueils de besoins, on a mis en place un accompagnement collectif où il y a eu 8 associations qui ont été bénéficiaires d'un accompagnement avec la consultante qui avait fait le webinaire et qui avait été présente aussi à cet événement-là. Et du coup, ça a été un accompagnement gratuit, entre guillemets, financé par rapport à ces cofinancements qu'on a récupérés courant l'année. Avec donc des vraies séances de travail pour qu'il en ressorte quelque chose de concret au maximum derrière, j'imagine. S'il y a d'autres projets et quand il y a d'autres projets de ce type-là qui se mettent en place, où est-ce que les gens peuvent trouver l'information ? En fait, nous, on essaye de communiquer au travers de nos moyens de communication, donc des réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, sur Facebook. Après, je pense que c'est plutôt au travers d'une communication. Enfin, ce qu'on avait fait en tout cas pour cet accompagnement-là, on a quand même, après 20 ans de dispositif, on a quand même une base de données. On essaye d'envoyer un maximum et puis après, on passe aussi par des partenaires qui font partie du comité d'appui ou qui sont financeurs. On essaie de balayer le plus large possible et sinon après il faut directement nous écrire, nous envoyer un mail ou nous appeler pour avoir ce type d'informations. Et du coup ça tend la perche pour plus ou moins clore l'émission, dans le sens où le DLA, c'est pas une période de subvention, c'est à l'année. Dès que les gens ont une question, une problématique, ils peuvent lancer le processus, solliciter, et il n'y a pas de période de l'année particulière pour ça en fait. Oui, tout à fait. Sauf peut-être pendant l'été où je suis en congé, mais non, mais sinon l'idée c'est d'accueillir les structures, de les orienter aussi, parce que parfois c'est au travers du DLA, ça peut être aussi d'autres dispositifs qui existent. L'idée c'est aussi de travailler en commun avec d'autres acteurs de l'accompagnement. Mais oui, à tout moment, on peut nous solliciter, discuter un peu des raisons d'être, des besoins d'accompagnement, soit au travers d'une conversation téléphonique, parfois ça suffit pour arriver à trouver une solution, soit après, par la suite, on passe à un rendez-vous, et on mobilise d'autres personnes de l'association, et à ce moment-là, on voit avec plus de détails ce qu'on peut faire dans le cadre du DLA, quoi. Est-ce que l'adresse info-DLA, je sais plus quoi, .fr est valide et les gens peuvent trouver toutes les infos là-dessus? Là, on a les informations au niveau national du dispositif. Ce qu'il faut peut-être clarifier, c'est qu'on est sur
un dispositif qui se décline sur chacun des départements de la France et chacune des régions, donc avec des structures qui sont porteuses du dispositif dans chacune de ces instances territoriales. Et donc du coup, en fonction du territoire où l'on est, on peut au travers du site du InfoDLA trouver nos interlocuteurs donc, dans chaque territoire, quoi. Merci beaucoup. Voilà qui clôture une demi-heure d'interaction et d'information sur le dispositif local d'accompagnement. Merci. Merci à toi. Retrouvez nos antennes et référents Guidasso sur la Vienne, sur Facebook Guidasso 86.